À 17h sur la 93.4 Génération FM, la radio de toutes les générations. Réalisation et présentation, Maître Diana Salidabou. Bonjour chers auditeurs, bienvenue dans votre émission donc sur Génération FM 93.4. Aujourd'hui, nous allons parler de l'environnement et du développement durable. C'est une question qui nous concerne nous tous, surtout Casamancés qui vivons dans une zone rurale où il y a beaucoup donc de belles choses. On a vu beaucoup de ressources naturelles, surtout de belles forêts. Donc tout ça vraiment, ça nous concerne de très très près. Et pour en parler, j'ai la chance de recevoir sur mon plateau deux invités, y compris donc Alain Diatta, pour ne plus le présenter, qui va m'accompagner tout au long de cette émission. Bonjour Alain. Bonjour Maître, c'est un plaisir pour nous vraiment de revenir à cette émission. Je m'appelle Alain Sinaï Diatta, je suis le secrétaire exécutif régional au niveau de Ziguinchor. En tant que jeune au niveau de la Casamance, c'est un plaisir pour nous vraiment d'accompagner Maître Dabou à cette émission qui va parler aujourd'hui de développement durable et de l'environnement. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en Casamance. Il y a 10 ans de cela, on a constaté vraiment qu'il y a une dégradation de la nature. Aujourd'hui, si on ne fait pas d'action, ce serait très, très, très difficile pour la génération future. Donc, nous allons développer une thématique qui est relative au développement durable. Qu'est-ce que le développement durable? Qu'est-ce que l'environnement? Et quelles sont les activités qu'aujourd'hui les jeunes doivent mener pour vraiment protéger l'environnement? Merci. À tout à l'heure. Merci beaucoup. Alors, je suis accompagnée de Moustapha Ndiaye, pour ne pas le nommer. Alors, essaie de te présenter en quelques mots pour nos chers auditeurs de Génération FM. Donc, merci Maître. Je me présente donc Moustapha Ndiaye. Je suis écologiste convaincu. Et j'ai eu à être membre fondateur du Reste les Verts, le rassemblement des écologistes. Par la suite, j'ai glissé à la Fédération des écologistes du Sénégal, la FEDES. J'ai été conseiller municipal donc sur la FENU des écologistes. Et vraiment, je suis écolo et ça me fait tout un grand plaisir aujourd'hui de pouvoir parler au public de l'environnement auquel je tiens beaucoup. Donc, je vous remercie quand même pour cette invitation. Merci bien. Alors, jeune homme, présente-toi. Merci beaucoup. Moi, je m'appelle Boubacar Diallo. Je suis étudiant en agroforesterie. Je viens juste d'obtenir ma licence classique en agroforesterie. Aussi, je suis le président chargé de l'information et de la communication du Parti écologiste ici à Ziguinchor. Donc, ça fait un plaisir pour moi d'être ici parmi vous pour discuter de l'environnement, qui est une question vraiment de grande ampleur. Et il faut qu'on en parle pour que toute la population soit au courant de ce qui se passe par rapport à l'environnement. Merci. C'est vraiment très important, c'est une question qui nous concerne tous, surtout pour les générations futures. Alors dès maintenant, nous devons avoir les bases et puis aussi nous devons être éduqués positivement pour pouvoir conserver notre environnement, pour que les générations futures puissent en profiter donc de ces ressources naturelles de la Casamance, du Sénégal et du monde entier. Et puis aussi, ce sera l'occasion de constater qu'il y a beaucoup d'espèces maintenant en voie de disparition. Absolument. Que nous devons protéger. Donc tout ça, ce sera dans le cadre de notre émission. Alors Moustapha Ndiaye, et si on parlait du Rotary? Parler du Rotary. Oui, Rotary. Mais exactement de quoi? Voilà, exactement. Donc, explique c'est quoi le Rotary? Le Rotary, c'est une association à vocation internationale, c'est-à-dire qui est présente un peu partout à travers le monde, qui réunit des gens qui appartiennent à des classifications professionnelles différentes et qui se rencontrent, qui échangent, qui cotisent, qui mènent des actions pour mobiliser des fonds et aider les plus démunis. C'est en fait ça l'idée du Rotary. La devise rotarienne, c'est quoi? C'est le service. Voilà, c'est ça, c'est servir. Servir d'abord. Voilà, servir d'abord. Donc les Rotariens, c'est des gens généreux qui sont dans la cité, qui sont là, qui pensent aux autres. Je donne par exemple des exemples. La poliomyélite a été éradiquée sur la Terre grâce au Rotary international, qui a financé la recherche pour remplacer les injections qu'on faisait aux enfants par des gouttes. L'enfant donc avale la goutte et à travers la goutte, à travers les excréments de l'enfant, nous voyons l'antigène qui sort pour lutter contre les microbes dans la nature. Je crois que c'est un peu comme ça. Et ça nous a permis aujourd'hui de lever haut les bras en disant que cette maladie-là a été presque éradiquée sur toute la planète. Donc ça a été un programme de Rotary. Les PEV, les programmes élargis de vaccination, les financements, c'est des financements rotariens. Il y a des bourses qu'on donne aux jeunes à partir du 3e cycle. Donc en fait, c'est un ensemble de choses qui se font à travers suite à ces mobilisations de fonds-là pour aider en tout cas les plus démunis.
lutter contre l'analphabétisme, lutter pour le problème de l'eau, permettre aux gens l'accès facile à l'eau. Il y a donc ça, il y a l'éducation. En tout cas, il y a tout un ensemble d'activités qu'ils mènent pour lutter en tout cas contre certains fléaux qui aujourd'hui gangrènent le monde. Voilà, en fait, c'est ça. Et par exemple, quelles sont les activités que le club Rotary Ziguinchor Casamance a fait pour la communauté? En fait, ça a commencé dès le début par la construction et l'équipement du village psychiatrique Émile Badiane de Kenya. Ce village-là qui a joué un très grand rôle à un moment donné et qui avait une vocation sous-régionale. Parce qu'il y avait un rotarien qui était là, le professeur Coulon, qui avait en tout cas à l'époque trouvé une méthode très facile pour soigner la maladie mentale. C'est-à-dire, il disait en fait que le malade mental, c'est quelqu'un qui sortait d'une société, qui s'était auto-exclu d'une société. Et pour le guérir, il fallait automatiquement le remettre dans sa société. Donc si vous voyez un peu le village de Kenya, c'est un peu comme un village traditionnel, avec ses cases, il n'y a pas de clôture, il n'y a rien. Donc le malade est dans un environnement qui permet de pouvoir l'aider dans le cadre de sa cure. Et il y avait ce qu'on appelle le pinch. Une fois par semaine, donc il y avait une sorte de... Comme on faisait dans la cour royale, tu vois. Les malades sont là, ils échangent, ils sont là librement. Et c'est à travers leur échange qu'ils trouvaient en tout cas les mots et qu'ils essaient de soigner. Et ça a fait vraiment tabac dans la sous-région. Donc c'est une création rotarienne qui a donc construit le Rotary le village, qui a équipé le village et qui l'a entretenu et qui l'a remis à l'administration. En dehors de ça, il y a eu l'équipement au niveau de l'hôpital régional de Ziguinchor, la mise en place de la banque de sang, le véhicule qui collectait le sang à travers la région. Tu as vu donc ensuite les bornes fontaines. Vous voyez, avant à Ziguinchor, il n'y avait pas d'accès à l'eau facile. Les premières bornes fontaines ont été des bornes qui ont été créées par le Rotary. Un peu partout dans les villes, les gens avaient accès à l'eau. Et ça continue en tout cas beaucoup d'actions que nous faisons en tout cas sur le plan local. Maintenant, pour vous dire récemment, nous menons des actions en début d'année scolaire. Nous choisissons des localités affectées affectées par la crise Casamance, des localités où il y a des enfants qui sont issus de familles qui étaient déplacées. Au niveau de ces écoles, nous appuyons quand même des équipements scolaires qui leur permettent en début d'année d'avoir un kit scolaire qui leur permet d'aller à l'école. Nous avons aussi conçu des salles de classe pour lutter un peu contre ces abris provisoires. Je me rappelle un peu, nous avons conçu 2 salles de classe à l'école Amadou Tidiane Bey, où il y avait des abris provisoires. On a conçu 2 salles de classe et en l'aide du Rotary du district, on a offert au moins 400 tables bancs. C'est un peu ça. Et cette année, on a renouvelé depuis 10 ans. On choisit les écoles de la périphérie. On prend tous les enfants du CI au CP ou au C1, C2. On commande des sacs, vraiment de très beaux sacs scolaires avec des fournitures à l'intérieur et on distribue à tous les enfants. Donc c'est à peu près cela. Et nous accompagnons aussi certaines petites activités qui vont dans le cadre de la promotion de l'éducation et de la jeunesse. Voilà. Et comment est-ce qu'on fait pour devenir rotarien? Alors pour tous ceux qui nous écoutent en direct de Génération FM 93.4 et qui a peut-être 2 ou 3 personnes qui seraient intéressées, ce serait bien d'expliquer comment est-ce qu'on peut devenir rotarien et où se trouve le club par exemple. Voilà. Donc un rotarien, c'est quelqu'un qui se fait distinguer d'abord dans sa profession. Il faut qu'il soit quelqu'un qui excelle dans sa profession. Qu'il soit maçon, menuisier, journaliste, écrivain, peintre, tout ça. Il faut qu'il soit d'abord quelqu'un qui a été reconnu comme quelqu'un qui excelle dans sa profession. D'abord, c'est ça. Parce qu'en fait, un club Rotary dans une ville, c'est la coupe transversale de la société en matière d'activité professionnelle. Donc, normalement, dans un club Rotary, toutes les professions présentes dans la cité doivent être représentées. C'est pour au moins développer cette amitié entre l'interprofessionnel, mais c'est pour faciliter aussi les actions. Admettons qu'on doit mener des actions aujourd'hui. Dans le groupe, il y a un maçon, dans le groupe, il y a un BTP, dans le groupe, etc. Donc, c'est dans ce sens. Alors, vous travaillez dans un service, vous avez des collègues, vous êtes dans une ville, vous connaissez des gens, vous êtes dans le monde du sport, vous connaissez des gens qui, en fait, de par leur comportement, montrent que c'est des gens généreux. Des gens qui sont des citoyens respectés et qui mènent régulièrement de petites actions de soutien, etc. Vous voyez que par exemple cette personne-là est généreuse,
vous pensez que cette personne-là peut être rotarien. Parce que contrairement à ce que les gens pensent, on vient au Rotary pour laisser des sous. On ne vient pas au Rotary pour s'enrichir. Les gens pensent que oui, c'est un truc de franc-maçon, il y a l'argent, les gens sont payés, ils vivent dans l'opulence. Ce n'est pas ça. On vient au Rotary parce qu'on pense qu'autour de nous, il y a des gens qui souffrent. Et qu'ensemble, nous pouvons, en réunissant nos petites pécules, nos petites actions, aider, soulager ces gens-là. Donc, vous voyez autour de vous des gens qu'on appelle des gens rotariables, c'est-à-dire des gens qui ont un profil qui peut répondre à un bon rotarien. D'abord, ils maîtrisent bien leur profession. D'abord, c'est des gens aussi qui jugent de tous leurs droits moraux, des gens qui sont respectés, des gens qui sont généreux. Vous allez en réunion, vous en parlez aux amis. Moi, j'ai vu en tout cas dans mon service, sans pour autant en parler à l'intéressé. J'ai vu M. Tel qui, dans ma profession, dans notre service, fait de bonnes actions. Je pense que ce monsieur-là, il peut être un bon rotarien de par son comportement quotidien. Ah bon, oui. Comment il s'appelle? Les gens en parlent, on discute entre nous, qu'est-ce qu'il le connaît? Un autre dimanche, je le connais, il est bien, etc. Vraiment, j'ai envie de le faire venir au club. On échange. Aussitôt, avec les informations qu'on a reçues sur place, le secrétaire fait une note. Parce que je vous avais dit, c'est une amitié. C'est une chaîne d'amitié internationale. Il fait une note, ce qu'on appelle la circularisation. Il informe tous les clubs du Sénégal pour dire que dans notre club, nous avons l'intention de prendre en notre sein monsieur ou madame telle profession, telle qualification, tel téléphone, tel, etc. Situation matrimoniale, mariée, tout ça, profession. Les gens en discutent. Ils ont 21 jours pour émettre une opposition motivée. Si au bout de 21 jours, aucune réaction n'est là, c'est bon. Et là, maintenant, vous l'invitez à venir découvrir le club. Okay. Il vient donc en réunion, vous l'invitez. Bon, il peut venir ce soir en réunion, il vient, il paye à boire, vous discutez. Il assiste, vous le présentez aux amis, il assiste à la réunion, il écoute ce qu'on fait. Les réunions, c'est 1 heure de temps. Les 30 minutes sont consacrées à l'amitié, aux échanges entre amis, et 30 minutes aux actions. On passe aux actions avec une file de programme, un ordre du jour avec des actions. Il suit, il sait que ces gens-là, ils sont... Vous l'invitez 1 fois, 2 fois, vous lui demandez son avis. S'il est d'accord, vous en parlez aux amis et vous préparez ce qu'on appelle l'intronisation. Vous le faites venir à l'intérieur du club. Et là, c'est un cérémonial. Parce que vous venez d'avoir quelqu'un qui va être avec vous, qui va mener des actions avec vous et qui va se sacrifier pour pouvoir répondre aux attentes des populations. Et ce jour, on invite tout le monde, c'est un repas, il arrive à la réunion, on les présente à tout, on les présente, on lit son CV et tout, on le présente aux amis et on l'intronise. On lui remet son pins qu'il doit toujours avoir avec lui, on lui remet le manuel de procédure qui est le livre de chevet de tous les rotariens qui lui explique son rotary et tout. Et aussitôt, il commence à verser les cotisations. C'est 25 000 francs. Dès qu'on rentre, c'est 25 000 francs. Annuel ou mensuel? Non, dès qu'on est intronisé, on paye 25 000. Okay. Maintenant, la cotisation est diffère de club en club. En fonction. Parce qu'il y a des clubs qui louent des hôtels pour se réunir. Ils payent l'apéro en réunion. Ils payent souvent des repas. Ça, il faut le payer. Il y a des clubs qui ne payent pas tout ça, qui ont un ami qui a un hôtel où ils peuvent se réunir et tout. Et là, les cotisations sont allégées. Et là, vous devenez rotarien. Vraiment... Et dès que vous êtes rotarien, vous figurez sur le official directory, c'est-à-dire à travers tout le monde entier. Partout où vous allez, où il y a un club Rotary, vous êtes reçu en ami. Parce que vous avez le official directory qui vous dit tous les clubs du monde, partout où ils sont, les heures de réunion, les lieux de réunion, et chaque année, la date, l'adresse, le numéro de téléphone du secrétaire, le numéro de téléphone du président, en fonction et tout. Et dès que vous arrivez dans un pays, vous rencontrez les Rotariens comme vous êtes reçu en ami. C'est très très important, donc tous ces éclaircissements. Et justement, qu'est-ce que toi tu peux dire par rapport à ceux qui font des polémiques autour du club pour dire ah mais ils sont difficiles d'accès, est-ce que ceci, est-ce que c'est pas une secte ou autre? Toi avec toutes ces années d'ancienneté, ces années d'expérience dans le club Rotary. J'ai fait 30 ans de Rotary. Je suis musulman et rien ne peut me faire changer ma religion, j'y crois. Et je pratique ma religion. Jamais en réunion du Rotary, il n'a été question de problème de religion. Ce qui prime, c'est l'amitié dans l'action. Maintenant, le problème, ce n'est pas un club qui est ouvert aussi à n'importe qui. Ce n'est pas n'importe qui peut être rotarien. Ce n'est pas parce que vous êtes riche que vous pouvez être rotarien. Ce n'est pas parce que vous êtes pauvre que vous ne pouvez pas être rotarien. Ce n'est pas ça.
Le problème, il y a un profil qui doit répondre à un rotarien. C'est un système de parrainage. Oui, mais c'est un profil qui est exigé. Vous avez vu donc un club qui est représenté partout à travers le monde, qui depuis des centaines d'années existe jusqu'à nos jours, ça veut dire que c'est sérieux. Et la Fondation Rotary fait beaucoup d'actions à travers le monde. Je vous dis, aujourd'hui, vous avez une action à mener, si elle est bien faite, vous avez les 50%, tel que soit le montant, si ça entre en cadre avec les axes prioritaires du Rotary, vous êtes financé automatiquement à 50%. Et c'est une institution qui fonctionne depuis des années et des années, dans une démocratie parfaite. Parce que chaque année, toute l'équipe change. À partir du président du Rotary international jusqu'au petit président de club. Dès la mi-décembre, c'est déjà élu. Parce que l'année rotarienne, c'est du 30 juin de l'année, le 1er juillet de l'année, au 30 juin de l'année d'après. Je vous dis que dès le mois de décembre, je peux vous dire aujourd'hui qui est-ce qui sera président dans 2 ans dans notre club. Et je peux vous dire qu'est-ce qui sera gouverneur de district. Est-ce que vous voyez? Donc, ces histoires de franc-maçonnerie, c'est des gens qui ne connaissent pas le Rotary, qui ne fréquentent pas le Rotary et qui croient. Ils ne font que croire qu'il y a un problème de franc-maçonnerie. Il y a des clubs Rotary dans les pays marocains. Il y a des clubs de Rotary en Italie. Il y a des clubs dans les pays où le christianisme domine. Ce n'est pas lié à l'histoire de religion. Je vous dis, nous, pendant le Ramadan, on est obligé de tenir nos réunions assez tôt pour pouvoir aller couper le jeûne. Pendant le carême, c'est la même chose. Le mercredi passé, on ne s'est pas réunis parce que c'était le mercredi des cendres, je ne sais pas quoi, il y avait... Donc, il n'y a rien. Mais le problème, comme c'est un club organisé, c'est un club où personne ne peut adhérer, on jette le pauvre, voilà. C'est des francs-maçons, ils se cachent, ils prient sur du sang, ils boivent du sang. Non, ce n'est pas lié à ça. Je trouve que c'est très important ce que tu as dit de rappeler au niveau même des textes, parce que c'est l'association, la loi de 1901 d'abord qui régit les clubs rotariens, et puis c'est une organisation donc internationale. Il y a plus quand même d'1 million donc de rotariens qui ont adhéré, et c'est très important. Tu as même précisé le manuel de procédure, c'est-à-dire que dans le manuel de procédure, donc toute la législation, toute la réglementation est écrite et validée, parce que c'est vraiment très hiérarchisé. Je veux dire qu'il y a des textes qui sont là, qui existent. Bon, on est tous amis au niveau donc du Rotary, c'est très important. L'accès maintenant, on a vu, c'est par parrainage. Il faut que quelqu'un vous copte, sinon vous pouvez pas. C'est pas libre d'entrée comme on dit, hein. C'est pas un self-service. Il faut d'abord être parrainé et avoir la confiance donc de son parrain qui va vous faire intégrer donc dans le club. C'est peut-être à ce niveau-là que les gens parlent un peu de tout et de n'importe quoi, mais ce qui est important, c'est qu'il y a quand même le manuel de procédure qui interdit donc formellement donc de parler de religion au niveau donc des réunions. Ça a été déjà donc dans le manuel de procédure, c'est clair. Donc quand on adhère à un club Rotary, on n'a pas le droit de parler de religion, etc. Et c'était bon la petite parenthèse, hein, parce qu'on doit aborder. Mais juste pour préciser qu'un franc-maçon peut être rotarien, un franc-maçon peut être rotarien, un musulman peut être rotarien, un chrétien peut être rotarien, un païen, un animiste et tout. C'est pas ce qui nous intéresse. Mais il faut avoir une profession, il faut travailler. Parce que c'est une classification. Quand vous entrez dans le club, vous entrez sous le titre d'une classification. Vous êtes enseignant, vous êtes juriste, vous êtes avocat et tout. Il faut avoir de la profession. Voilà, c'est un peu ça. Merci beaucoup d'avoir apporté ces éclaircissements, surtout que les gens entendent parler du Rotary, ils ne savent pas qu'est-ce qu'on fait, ils ne savent pas où est-ce qu'on va. Mais l'essentiel, c'est que le club actuellement se siège chaque mercredi, donc au cercle amical, étant donné que le siège du club est actuellement en réfection, puisque c'était l'hôtel Aubert. Bon, là, comme il est en rénovation, il y a des travaux, donc là, on a transféré au cercle amical. Alors, si vous êtes intéressé par le Rotary, bon, vous pouvez toujours adhérer à nos actions, cotiser et participer, puisqu'on fait beaucoup de dons et d'aide, de subventions. On a même d'ailleurs fait dernièrement le gala du club. Et le gala, le but, c'est justement de financer ça. C'est le don de cartables, c'est la construction d'écoles, etc. que nous faisons en fonction de nos moyens. Mais nous sommes très actifs dans la région, c'est très important. Et aussi, dans un deuxième temps, ce qui est important, c'est qu'il y a l'ACD qui va bientôt avoir lieu. Ce sera la semaine prochaine. Alors, qui veut voir des Rotariens, donc à juste adhérer et s'inscrire en ACD et aller voir des Rotariens de plus près. Il n'y a rien qui est caché. Au contraire, tout est sur le site rotary.org, comme on dit. Bon, ça, c'était la petite parenthèse que j'ai trouvée très intéressante d'en parler, vu que Tafa est rotarien et moi-même, je connais le Rotary puisque je suis même membre aussi du Rotary depuis quand même plusieurs années. Ancien membre.
Je suis toujours membre, toujours membre. Et d'ailleurs, en tant que président du club, je pense que je peux même confirmer ce que tu as dit. Parce que ça fait des années qu'on est au club, on n'a jamais parlé de région, on n'a jamais parlé de choses bizarres. On m'a jamais demandé d'aller sacrifier un bœuf ou un mouton. Donc, tout va bien. On peut vous rassurer de sources sûres. Bon, ça, c'était la petite parenthèse. Même si ta femme vient me taquiner parce que si derrière t'es en réunion, je suis très, très peu. Parce que je suis tellement dans beaucoup d'activités. Mais heureusement, mon club comprend et l'amitié reste toujours là. Alors donc parlons maintenant donc du développement durable et de l'environnement, puisque c'est le thème donc de notre émission. D'ailleurs, je vais te passer la parole, hein, Alain. Absolument. Alors, parce que c'est un thème qui t'est cher aussi. Qui m'est cher vraiment, parce que c'est un plaisir pour nous en tant que jeunes Sénégalais, en tant que jeunes de la Casamance, qui avons grandi vraiment dans cette verdure, vraiment de voir comment est-ce que les jeunes aujourd'hui doivent comprendre l'importance du développement durable, parce que nous avons fait des recherches et nous avons tiré nos recherches du rapport de Brundtland de 1987 qui aussi définit de manière très concrète le développement durable, qui est comme un processus et de développement qui répond aux besoins du présent, mais sans pour autant compromettre la capacité vraiment des générations futures à répondre vraiment aux siens, parce que parce que tout simplement, aujourd'hui, il y a beaucoup d'activités qui sont mises en œuvre par des organisations, par des entreprises, mais parfois qui biaisent vraiment l'environnement en termes vraiment de pollution, que ce soit de dégradation de l'homme au niveau de la nature. Il y a des actions qui sont en train d'être menées par des structures, parce que je travaille au niveau du YMCA, au niveau de IMCA, qui est une organisation non gouvernementale, et en même temps aussi un mouvement Aflar qui travaille dans la citoyenneté. Je pense qu'aujourd'hui, les jeunes doivent continuer ce processus, parce que si on n'éduque pas les communautés sur l'importance de l'environnement, ce serait très difficile à un niveau de faire des actions communautaires. Donc, nos recherches aussi nous ont permis de relever certains piliers du développement durable qui sont relatifs vraiment à l'environnement, au social, mais aussi vraiment à l'aspect économique. Parce que quand on parle de développement durable, c'est quelque chose qui vraiment permet vraiment de préserver les opportunités qui sont mises en place pour vraiment les générations futures. Donc nous avons discuté par rapport à ça. Je pense qu'on va parler aussi avec les écologistes sur l'importance de l'environnement. Donc selon vous, quelle est l'importance de l'environnement, surtout pour les jeunes aujourd'hui? Bon, merci beaucoup. Par rapport à l'environnement, qui est vraiment l'ensemble des facteurs géologiques, pédologiques, climatiques, donc l'ensemble de tout ce qui nous entoure, en prenant en compte l'eau, la forêt, la terre, etc. On ne peut pas ne pas en parler, puisque tout ce que nous avons besoin, tout ce que nous utilisons pour s'enrichir ou pour faire nos activités nous vient de l'environnement. Donc on peut dire que tout simplement nous sommes très dépendants de l'environnement, d'où la nécessité de préserver cet environnement, en plus de l'améliorer, puisque nous savons en ce moment que l'environnement est fortement dégradé, donc il faut l'améliorer, mais aussi valoriser. Il faut valoriser l'environnement, parce qu'aujourd'hui les hommes ont tendance à piller, à aller chercher tout ce dont ils ont besoin au niveau de l'environnement, mais sans se soucier de l'avenir. Donc il y a une grande importance par rapport à ça. Et il faut vraiment que la population puisse être en mesure de remplacer à chaque fois qu'ils utilisent. Par exemple, quand on prend la forêt, une forêt, pour qu'elle soit mature, peut-être 15 ans ou 20 ans pour qu'elle arrive à maturité. Donc si un bon jour, quelqu'un vient ou un groupe couper 1 hectare, 2 hectares sans reboiser, donc ça fait vraiment un dégât très massif, en quelque chose. Voilà. Ça m'intéresse de vous entendre parler d'environnement. Aujourd'hui, nous sommes au Sénégal. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui pensent que voilà, l'environnement, ça ne m'intéresse pas parce que je suis juriste, je suis informaticien. Mais on ne sait pas que l'air que nous respirons vraiment, les arbres que nous plantons contribuent vraiment à un bon environnement. Aujourd'hui, pourquoi vous êtes écologiste, pour commencer en quelque chose? Parce que ça nous intéresse d'avoir votre histoire. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui travaillent sur un domaine, c'est l'histoire qui vont nous parler, qui vont nous intéresser. J'aimerais savoir. Bon, moi je dirais que naturellement je suis écologiste, hein, même peut-être sans le savoir dès la naissance. Mais je suis né dans un milieu vraiment où le paysage est beau, la nature. C'est le village de Etomé. Très bien. Donc il y a d'abord le marigot, il y a la forêt et autres. Donc j'ai aimé déjà l'environnement. Donc au fil du temps, plus je grandis, je fais des études
jusqu'après le bac. Même avant le bac, il y a, excusez-moi de parler un peu de politique, mais il y a l'arrivée du parti écologiste ici à Ziguinchor depuis 2013-2014 avec le secrétaire général Ali Aïda. Donc j'ai intégré. Très bien. Donc j'ai intégré en 2013-2014. En 2015, j'ai obtenu le bac et j'ai été orienté en agroforesterie, qui est une filière encore, je dirais, environnementaliste. Excellent, c'est bien ça. Voilà, donc cela m'a permis de travailler davantage par rapport à ça. Et récemment, j'ai écrit un mémoire par rapport à ça avec un binôme sur les effets environnementaux et socio-économiques du reboisement de la mangrove à Tobor. Tobor, très bien. D'ailleurs, j'aurais la même question pour Tafa. Qu'est-ce qui t'a fait t'engager autant dans l'environnement? Voilà, moi, je veux préciser d'abord que, comme il est dit, l'écologie, c'est cette vie en corrélation avec notre environnement. C'est un démon c'est quelque chose qui sommeille en nous. C'est à tout être et écologiste. Absolument. Par essence. Maintenant, le problème, c'est les facteurs qui le poussent à mettre en valeur cette écologie. Mais nous sommes apparemment tous écologistes parce que nous vivons dans la nature. Et nous vivons en parfaite communion avec la nature. Que nous le voulons ou pas. Nous respirons l'air de la nature. Ouais. Si l'air est pollué, nous le sentons. Donc, c'est quelque chose qui est en nous. Mais qui éclore un beau jour comme lui. Tu as vu? Absolument. Mais on ne peut pas s'empêcher d'être écologiste. Peut-être écologiste. Peut-être l'écologie. Parce que nous ne pouvons pas vivre en dehors de la nature, de cet écosystème qui nous recouvre. Donc, par sympathie à cet écosystème, par amour à cet écosystème, moi j'ai été écologiste. J'ai été fasciné quelques années quand j'avais survolé Ziguinchor. Et ça me fait mal. Très bien. Voilà la ville la plus verte du Sénégal. Absolument. Avant, vous survolez Ziguinchor à basse altitude, mais vous ne voyez qu'un tapis vert. Mais aujourd'hui, survoler Ziguinchor, c'est ahurissant. Et ça, je l'ai même interpellé le maire, je lui ai dit, Ziguinchor, autant quand on était tout petit, il y avait des séances de reboisement. On avait au moins un endroit où se cacher, attendre le car. Mais il n'y en a plus maintenant, il n'y a plus d'abri, il n'y a rien. Les reboisements qui ont été faits il y a quelques années avec le maire et tout, c'est ce qui disparaît aujourd'hui. Et ça fait mal de voir une ville qui était entièrement verte devenir aussitôt une ville sahélienne, je ne sais pas quoi. Donc, c'est ça qui est important. Donc, moi, c'est pour lutter contre ça. Pour l'éveil environnemental. Amener les gens à découvrir d'abord l'environnement. Parce que ce n'est pas vivre dans l'environnement qui veut dire découvrir l'environnement. Il faut que nous découvrions notre environnement. Très important. Il faut que nous comprenions l'écosystème. Comment nous faisons pour respirer. L'oxygène que nous respirons, d'où ça vient? Ça vient par la photosynthèse des arbres, qui la nuit dégage du gaz carbonique et le jour, non, l'oxygène. C'est ça. C'est pour cela à l'école on nous disait qu'il était dangereux de dormir à côté d'une plante. Ok. Ouais. Donc ces arbres qui génèrent cet oxygène, qui donnent la vie, nous devons la préserver si nous voulons préserver notre vie. Donc nous vivons en parfaite communion avec la nature. Absolument. Cette nature, il faut qu'on la découvre. C'est ça. Il faut qu'on la connaisse. Il faut qu'on la comprenne pour pouvoir la sauver, l'entretenir à notre profit. C'est en fait un système de revolving. Absolument. Donc moi, ce sont ces tenants-là qui m'ont poussé à l'écologie. Et là, je suis en train de réfléchir. Parce que le problème, comme vous l'avez dit, quelqu'un l'a dit, nous foulons au passage notre environnement. Absolument. Nous dégradons notre environnement. On ne se rend même pas compte. Nous pensons aujourd'hui régler un problème en abattant des arbres, en faisant du charbon. C'est bien. Mais demain, ces arbres-là, elles datent depuis de 25 ans ou de 50 ans que des anciens avaient laissé. Absolument. Et on n'interdit pas en matière d'environnement d'abattre des arbres. Non. Il faut planter. On dit, qu'est-ce qu'on veut faire? Je coupe, je ne reboise pas. Tu coupes, tu ne reboises pas. Il coupe, il ne reboise pas. Nous coupons, nous ne reboisons pas. Vous coupez, vous ne reboisez pas. Mais il reste rien. Absolument rien. Or, dans la forêt, il y a des arbres qu'on peut abattre. Ça. Parce que l'homme ne peut pas vivre en communion avec son environnement. Il ne peut pas pouvoir tirer profit. Ça. Mais ce n'est pas tout qu'on abat. Et le drame, on se rend compte tout le temps que c'est ceux qui n'habitent pas le milieu immédiat qui viennent causer les dégâts. Est-ce que vous voyez? C'est ça encore qui fait mal. Ce n'est pas les gens qui vivent dans l'environnement qui utilisent. Oui, c'est les gens qui quittent la forêt là-bas, d'autres contrées qui viennent détruire et repartir. Donc, je crois qu'il est important de mettre un accent particulier sur la sensibilisation. Bon, je voudrais intervenir par rapport au point qu'il dit. C'est vrai que ce ne sont pas les acteurs immédiats qui dégradent leur environnement. Mais leur environnement. Mais je dirais en certains moments, ils sont complices aussi. Complices. Parce que l'espace, soit sont corrompus et autres. Donc,
bon, ils n'exploitent pas immédiatement, mais quand les autres exploitent, ils ont leurs intérêts. Peut-être c'est de l'argent ou bien 2 sacs de charbon. En fait, pour ne pas te couper, selon toi, pourquoi tu penses que quelles sont les causes qui poussent aux gens vraiment à couper l'arbre au lieu de préserver, selon toi? Bon, la cause, pour moi, la véritable cause, c'est la démographie. La démographie exponentielle. Parce que plus le monde accroît, plus il y a de personnes, plus on a besoin de vivre. Et quand on a besoin de vivre, on est obligé d'aller chercher au niveau de l'environnement. Et plus qu'on cherche au niveau de l'environnement, plus il y a des inégalités sociales. Et cela nous amène aussi à trouver des terrains pour vivre. Et vous savez, pour vivre, pour trouver des terrains, s'il y a des plantes, il faut déforester. Donc, il y a ce premier problème. La hausse vraiment de la population qui accroît de manière vraiment exponentielle. Et par rapport à la sensibilisation dont Moustapha Ndiaye vient de nous parler, comment faire justement pour sensibiliser les populations, les éduquer à ce qu'ils prennent soin donc de leur environnement immédiat et même de l'environnement mondial? Absolument. Alors, Ndiaye, Oui. comment